je pense que le Code tient quand même partiellement en compte les préoccupations des musulmans. Même s'il y est question plutôt de coutumes wolof islamisées. Mais en fait, il y a quand même, on ne peut pas le contester, des domaines dans lesquels les considérations, les préoccupations des musulmans sont bien prises en compte. On peut dire que, en fait, il y a 3 cas, il y a 4 cas plutôt. Il y a des cas où, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Code tient compte des données du droit musulman. Il y a un cas où le Code s'écarte beaucoup de ce droit musulman, mais il y a aussi un cas où le Code en fait aborde des domaines, des questions qui ne sont pas traitées dans le droit musulman. Il y a enfin un 4e cas où le Code est en deçà du droit musulman. C'est-à-dire il y a des questions traitées dans le droit musulman et qui intéressent les musulmans, mais qui ne sont pas traitées par le Code de la famille. Donc à ce niveau de notre débat, je voudrais bien me contenter de ces quelques réflexions. Oui, tout à fait, d'autant que tout à l'heure, nous poserons également les mêmes questions que vous. Safi, en vous donnant la parole, est-ce que je m'adresse à la consoeur ou à la femme? À la consoeur, peut-être. J'ai une question à poser après avoir écouté tout le monde. Je m'adresse plus particulièrement à Mme Sall. Il y a un consensus, tout le monde est d'accord que globalement, généralement, le Code est bon dans sa forme et dans son principe, mais on dit aussi qu'il est perfectible. Alors, quelles lacunes, sans vouloir faire un bilan dès maintenant, quelles lacunes est-ce que vous identifiez déjà globalement, les grosses lacunes? Moi, je pense qu'à proprement parler, c'est difficile de vous énumérer les lacunes qu'il y aurait quant au principe. Je pense que si une lacune il y a, c'est plutôt quant à l'application et quant à la compréhension que les gens se font du Code. Et je pense que l'intérêt des discussions que nous allons avoir porte essentiellement sur cela. Est-ce que le Code est un Code bien compris? Maintenant, il y a forcément quelque part où le Code va pécher, parce que comme je l'ai dit, c'est un compromis. Et tout compromis suppose qu'il y ait un renoncement quelque part. On ne peut pas vouloir concilier, et c'est là où tout à l'heure je fais allusion à ce que M. Diagne a dit, en tant que magistrat, M. Ndiaye a dit. Il ne faut pas oublier qu'avant le Code, il existait 68 coutumes au Sénégal et qu'il fallait les harmoniser, ces coutumes-là. Alors forcément, le Code a des lacunes quelque part parce qu'il ne peut pas intégrer et prendre en considération toutes les dispositions coutumières qui étaient 68 à l'époque. Donc, je dis effectivement que d'un certain point de vue, on peut penser que le Code n'a peut-être pas intégré toutes les dimensions sociales, toutes les dimensions religieuses qu'il est censé devoir intégrer en tant qu'instrument juridique. Mais cela tient au fait, encore une fois, qu'il s'agit d'un compromis et qui dit compromis dit renoncement quelque part. Alors, c'est à mon avis ça les lacunes, mais je pense que les plus grosses tiennent peut-être à son application et à la compréhension que les gens se font de cet instrument. Et je dis encore une fois qu'il faudrait peut-être profiter d'occasions comme celle-là pour qu'on puisse, un temps soit peu, parce qu'il est bien évident qu'en 1h30, on ne peut pas embrasser tous les problèmes soulevés par le Code. Si je m'en tiens par exemple à la pension alimentaire, ne serait-ce que parce que M. Touré l'a évoqué, et que cela va constituer peut-être un point fondamental des débats, la pension alimentaire n'occupe qu'une phrase d'un article du Code. Et le Code fait 854 articles. Alors vous voyez toute cette passion cristallisée autour d'une phrase, d'un article, d'un Code qui en fait 854. Alors le Code a embrassé beaucoup de questions. C'est vraiment, on a légiféré depuis que l'enfant est simplement conçu jusqu'à sa mort. Et bien évidemment, c'est un problème immense. Il est vaste et je pense que on doit être beaucoup plus, en fait, précis dans ce qu'on fait tous les jours, dans les contestations que nous portons tous les jours, pour arriver petit à petit peut-être à embrasser tous les problèmes du corps. Vous avez parlé de la pension alimentaire, Maître Sall, et vous avez parlé de compréhension du Code de la famille. Et on a dit tout à l'heure que
que la pension alimentaire constituait la pierre de touche de ce code de la famille. Et certains hommes disent d'ailleurs que c'est plutôt un code de la femme qu'un code de la famille. Alors que répondre à cette accusation? Ou M. Cherdiaï ou Mme Diop, ou qui voudra en parler? Le code de la famille, est-ce réellement un code équitable entre l'homme et la femme? Bien sûr que c'est un code équitable. Comme le dit Mme Sall, le code comprend 854 articles et les hommes protestent sur un article qui demande qu'après s'être servi d'une femme, alors que la femme a souhaité une vie harmonieuse avec son mari, il est arrivé des défauts ou des incompréhensions qui faisaient que l'homme devait se séparer d'une femme qui lui a servi plus qu'il n'a servi, que lui ne lui a servi. Alors à ce propos, Madame Diop, on va peut-être faire un petit rappel historique. Vous étiez députée à l'Assemblée nationale, la première femme d'ailleurs de cette auguste Assemblée. À l'élaboration de ce code de la famille, il y avait un certain contexte sociopolitique qui a certainement pris le pas sur des considérations sociologiques. On parlait beaucoup du combat de la femme, de l'émancipation de la femme sénégalaise. Et c'est là où notre adage prend tout son sens, ce que femme veut, Dieu le veut aussi. C'était à une époque où rien n'était trop beau pour la femme sénégalaise, pour l'amener à jouer un certain rôle auquel elle n'était pas toujours préparée, ni les hommes d'ailleurs. Alors n'a-t-on pas sacrifié certaines valeurs, Kersa, Mouy, sur l'autel de cette émancipation, et n'étant pas allé trop vite en besogne avec ce code de la famille? Du tout, Monsieur Touré. Et comme je viens de vous le dire, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont demandé, qui ont exigé que l'on étudie un code de la famille, mais pour l'harmonie du couple. Bien sûr, à cette époque-là, les hommes nous régissaient complètement. J'ai dit que nous n'avions pas droit à la parole, même en politique. Et j'ai dit que le code ne nous a pas été donné sur un plateau d'argent. Les femmes de tous bords, de tous milieux se sont battues pour qu'il y ait ce code. Mais c'était pour permettre à la femme de jouer son rôle. Nous savons que la femme est le pivot de la famille et que dans une société, quand la famille se porte bien, la société se porte bien. Comme vous dites, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Donc la femme voulait jouer son rôle dans la société. Elle s'est battue pour avoir un cadre juridique qui harmonise la vie du couple, pas pour l'éclater, mais préparer des garde-fous où chacune savait qu'il fallait s'arrêter là. Pas pour éclater le couple. La femme qui souhaite vivre sa vie, une belle vie, éduquer sa famille, et à qui on donnait ce rôle d'éducatrice, c'est elle qui éduquait l'enfant. L'homme a depuis très longtemps, excusez-moi, démissionné de son rôle de père. La femme est seule à supporter. Et par le destin, ils ne se sont pas entendus. Ils doivent se séparer, mais ça doit être dans des conditions tout à fait dignes pour l'homme comme pour la femme. Quand on pense à nos femmes dans la brousse, dès le matin, elles sont hors de la maison, chercher du bois, chercher de l'eau. Souvent, dans certains villages, l'homme est bien assis sous un arbre. Alors, quel sacrifice! Si, comme je l'ai dit, ils ne sont pas capables de marcher ensemble, d'autant que M. Baki, dans le Coran, Dieu n'a pas exigé que l'homme ait 4 femmes. On a bien dit, épousez-en 1, 2 ou 3. Mais si vous pouvez les traiter équitablement, également,
quel homme peut se vanter de pouvoir tenir équitablement 2, 3, 4 femmes? Il n'y a que Dieu qui peut ça. Et nous avons dit pension alimentaire. Vous savez, j'étais à l'Assemblée nationale, mais je n'avais pas demandé que l'on donne à la femme, après le divorce, 3 mois de pension alimentaire. J'avais souhaité 1 an au minimum. Il paraît. Et lorsque j'ai quitté pour aller répondre au président Abdou Diouf pour une réunion sur les centres sociaux, je me suis absentée 1 demi-heure, je suis revenue. Les hommes avaient voté 3 mois. J'ai demandé une seconde lecture, on ne me l'a pas permis. Et c'est comme ça que nous avons eu 3 mois. Madame Sall vient de me dire, comme vous d'ailleurs en acquiesçant, que nous avons obtenu maintenant 1 an de pension alimentaire. Je crois que c'est extraordinaire. Alors, qu'on puisse mettre une femme dehors parce qu'on ne s'est pas entendu, qui a perdu sa jeunesse, qui a perdu, j'allais dire, presque sa dignité, qui a perdu l'espoir qu'elle avait d'éduquer ses enfants dans l'unité, dans l'amour, dans la fraternité, et que les hommes s'attachent à cet argent qu'ils versent à la femme pour une certaine compensation, pour lui permettre de continuer à éduquer ses enfants. Je pense qu'ils ne réfléchissent pas assez. Oui, Madame Diop, Safi. Voilà. Le code, c'est un compromis. C'est les femmes qui retrouvent leurs droits, une bataille. J'ai envie de demander à M. Diagne, de quoi a été composée la commission qui a travaillé à l'élaboration de ce code? Il paraît qu'il y avait très peu de femmes. Je ne sais pas s'il y avait très peu de femmes. Je sais que toutes les composantes de la société étaient représentées. Il y avait des sociologues, des musulmans, des religieux, il y avait des juristes, il y avait des universitaires. Je pense qu'il y avait toutes les composantes de la société. Tout ce qui pouvait donner un avis autorisé dans ce domaine était représenté dans les différentes commissions. Mais moi je pense que le problème de fond qui se pose ici a été posé tout à l'heure par Metal, c'est que est-ce que le code est bien compris? Parce que j'ai l'impression que toutes les questions, tous les problèmes qui se posent actuellement au niveau des justiciables, ce sont des problèmes de compréhension du code. M. Touré a demandé tout à l'heure est-ce que le code était égalitaire. Sur un plan général, fondamentalement, je pense que oui. Parce que en tout cas, il est émancipateur. Il n'y a qu'à se rappeler ce qu'il y avait avant le code. Parce que pour comparer, quand même, il faut mettre en place les deux situations. Avant le code, c'était des coutumes, diverses coutumes, dont certaines, franchement, n'émancipaient pas la femme, aussi bien que l'enfant. Et si on raisonne sur le plan laïque, vous savez, vous qui avez vu le code, qu'il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises lors de l'élaboration du code, qui sont vraiment en avance par rapport aux dispositions, par exemple, de la coutume wolof islamisée dont parlait tout à l'heure M. Paquet. Mais ça, c'est sur le plan général. Sur un plan plus particulier, on parle de la pension alimentaire. Je disais tout à l'heure que c'est un problème de compréhension qui se pose. Parce que je pense que quand on entrera dans les débats et qu'on définira la pension alimentaire, dans quelles conditions elle est octroyée, on verra que beaucoup de gens s'offusquent pour rien. Parce que Mme Diop a parlé tout à l'heure des 3 mois qu'elle avait demandé quand... 1 an. Maintenant, c'est de 6 mois à 1 an. Le code a été retouché plusieurs fois depuis 1972. Et la dernière retouche, je pense, c'est en 1989, qui porte cette survie exceptionnelle de l'obligation alimentaire en cas de divorce pour incompatibilité d'humeur de 6 mois à 1 an. Mais là, il faut voir la situation. Là, je suis obligé d'entrer dans le fond du débat. Je ne sais pas, M. Touré, si on peut. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le divorce, en fait, met fin aux obligations réciproques entre les époux, met fin aux relations matrimoniales. Donc, il n'y a plus de rapport pécuniaire entre les époux. Ça, c'est le principe. Mais la loi a vu que si on s'en tenait à ce principe, il y aurait vraiment des injustices. Simplement parce que d'autres dispositions du Code
prévoit un mode de divorce tel que, disons, l'homme pouvait se débarrasser de sa femme, entre guillemets, sans raison valable. C'est le fameux divorce pour incompatibilité d'humeur. Parce qu'en fait, ce divorce passe partout où on ne demande même pas à l'homme d'articuler les griefs qu'il invoque contre sa femme. Et donc, le Code a voulu comme une sanction qu'il y ait une survie de l'obligation d'entretien qui a disparu normalement avec le divorce. Et cette survie fait que quand vous invoquez un divorce pour une cause d'incompatibilité d'humeur et que le juge retienne cette cause contre vous, contre l'homme, la réciproque n'est pas vraie. Là, la loi dit que dans ce cas, une pension alimentaire est due pour 6 mois à 1 an. Et quand il s'agit d'un divorce pour maladie grave et incurable, c'est la même chose, c'est jusqu'à 3 ans. D'ailleurs, là, une pension alimentaire est due jusqu'à 3 ans par l'homme. Mais là, vous voyez que c'est des cas spécieux, quoi. C'est des cas sociaux où apparemment la femme n'a rien fait et on l'a divorcée, ou alors la femme a été victime d'une maladie incurable, l'homme ne veut plus supporter cette maladie, et donc ce sont des cas sociaux. Et c'est dans ces cas qu'on dit, voilà, il a divorcé sa femme. Parfois les témoins qui sont là, ils voient que la femme l'a injurié ou en tout cas la femme a commis une faute. Arrivé au tribunal, il y a divorce parce que le divorce a été prononcé pour incompatibilité d'humeur au tort du mari, et donc il y a une pension alimentaire. Et ce sont ces gens-là maintenant qui vont dire, voilà, c'est la femme qui a eu tort et pourtant on lui paye une pension alimentaire. Donc je pense que c'est un problème de compréhension. Il faut savoir dans quel cas la pension alimentaire est due. Et ça, c'est la pension alimentaire due à la femme. Il n'y a que dans ces 2 cas d'ailleurs où survit l'obligation d'entretien. Parce que dans les autres cas, c'est la pension alimentaire versée aux enfants. Et là aussi, les gens font des confusions. Parce que ce n'est pas parce que le divorce a été prononcé au tort de la femme que celle-ci ne peut pas avoir la garde des enfants. Le juge peut parfaitement lui confier la garde des enfants. Et dans ce cas, le mari est condamné à verser la pension alimentaire des enfants. Alors, dans l'imagination populaire, on ne peut pas comprendre que la femme ait eu tort. Il y a beaucoup de témoins qui sont là, qui peuvent l'attester, qu'on lui a donné d'abord les enfants et ensuite qu'on coupe le salaire du mari pour nourrir ses enfants. Or, c'est 2 choses différentes. Et donc, ce problème de confusion-là fait que, comme l'a dit tout à l'heure Maître Tal, il faut qu'on comprenne bien le code et qu'on comprenne dans quel cas la pension alimentaire est attribuée et à quelle fin, pour quel objectif. Moi, je pense que dès que c'est un problème de vulgarisation qui se pose, dès que ces problèmes sont réglés, moi, je pense que les gens accepteront mieux cette pilule entre guillemets. Voilà, Monsieur Ndiaye, on va bientôt sortir de ce sentier sinueux du Code de la famille. 632 divorces en 1985, 638 en 86, 500 en 87, 287 en 88, 524 en 89, 452 en 90 et 529 divorces en 91. Mais des chiffres qu'il ne faut pas considérer dans l'absolu. Il s'agit de cas jugés. La procédure peut être longue. Un homme, un confrère d'ailleurs, a couru pendant 9 ans avant d'obtenir son jugement définitif de divorce. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans cet intervalle. Une grossesse, par exemple. Alors, d'aucuns parlent d'un boom du divorce au Sénégal. Monsieur Serigne Mor Mbaye, qui est psychothérapeute, penche pour une manie du divorce. J'ai eu l'occasion d'écrire que notre société est atteinte d'hémorragie divorciale. Et quand je l'écrivais, c'est-à-dire que c'est au vu des statistiques. On voit qu'on divorce. Et c'est devenu presque, il y a un professionnalisme du divorce carrément. Il y a des gens qui se bousculent au portillon pour divorcer. Alors qu'en fin de compte, nous sommes des sociétés qui tiennent à la famille, à la socialisation des personnes au sein des structures de sociabilité telles la famille. Alors, je me dis, mais si on divorce, certainement, il y a un aspect qui relève d'aspirations nouvelles, peut-être. C'est-à-dire que ce à quoi les gens aspiraient au sein du couple, je ne parle pas de couple d'ailleurs, parce que bon, le couple est encore en train de se réaliser. Parce que le couple suppose, par exemple, que 2 individus se rencontrent, comme disait Fatou Sow, d'Ordaillé, et se marient et s'affranchissent un peu des tutelles, de la tutelle des tiers sociaux. Ce que j'appelle les tiers sociaux, c'est-à-dire les familles de base. Alors, à mon avis, on divorce parce qu'il y a ces aspirations nouvelles d'individuation. Il y a l'aspiration des femmes aussi à plus d'autonomie, plus de responsabilité. Et il me semble que les hommes ne sont pas préparés, peut-être eux aussi, à
composer avec les femmes sur des bases nouvelles. Et il me semble qu'il y a la crise économique aussi, probablement, je pense qu'un économiste pourrait développer. Quel est l'impact de l'ajustement structurel, par exemple, sur les ménages, sur les couples? Bon, voilà, la question est posée. On divorce beaucoup au Sénégal. Pourquoi on divorce? Quelles sont les causes de ce boom du divorce? Madame Diao? Effectivement, on a tendance à affirmer que le taux de divorce est très élevé. Et ce taux augmente et certains le lient au code de la famille. Je pense qu'il faudrait chercher les causes de ce divorce. D'abord au sein de la société et ensuite aux conséquences de certaines politiques d'ajustement structurel, à l'urbanisation, à certaines ruptures de liens de solidarité. Parce que, soit que le divorce, il faut rechercher ses causes dans le mode de vie des gens, dans l'urbanisation, et également dans l'augmentation de la population sénégalaise. Parce que la population sénégalaise actuelle n'est pas ce qu'elle était en 1972 au moment du vote du Code. Par ailleurs, l'urbanisation s'est accélérée également. Donc, les gens qui se retrouvent dans les villes surpeuplées se bousculent certes dans les couloirs des tribunaux, mais c'est surtout pour des raisons de survie, parce que les femmes généralement qui divorcent, qui demandent le divorce, constituent sont généralement des loques humaines qui vont devant le juge pour mieux respirer, parce qu'elles sont confrontées à d'énormes problèmes au niveau de leur ménage. Par conséquent, elles sont obligées d'aller solliciter une aide quelque part. Révérend Père, vous avez un point de vue en tant qu'homme d'église, l'Église et le divorce. Je voudrais d'abord, en tant qu'historien, dire qu'effectivement, comme on vient de le dire, l'évolution sociale de la société sénégalaise ne favorise pas la stabilité du ménage. D'abord, autrefois, le mariage était une affaire de famille, on l'a dit, c'est-à-dire que les familles étaient, disons, engagées dans la stabilité du couple et qu'on prenait tous les moyens pour que le lien qui avait été établi entre deux familles puisse se maintenir. La deuxième chose, je crois, c'est qu'effectivement, maintenant, on se marie sans suffisamment de préparation. Le mariage est quand même quelque chose de très important, puisque non seulement il engage en principe l'homme et la femme pour la vie, mais aussi il doit donner naissance à des enfants, donc à des êtres qui, eux, sont appelés aussi à une vie éternelle. Et donc, je dis parfois, de façon un peu caricaturale, que trop souvent nos jeunes se présentent au mariage comme si les élèves du CM2 se présentaient au baccalauréat. Ils s'engagent pour des choses très importantes sans avoir pris conscience de la dimension et des responsabilités qu'ils vont prendre à l'égard de la femme ou à l'égard de l'homme qu'ils vont épouser et à l'égard des enfants qui vont naître. Et je pense que effectivement, toutes ces conditions-là, l'urbanisation qui fait qu'effectivement maintenant les jeunes sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes, et l'absence de formation, parce que je pense que le jeune Sénégalais autrefois dans la